Deuxième type de livre que nous retrouvons chez Chamoiseau, c'est ce qu'il appelle les livres endormis. Les livres endormis, le point de départ, Chamoiseau se retrouve comme éducateur en prison. Un jour, on l'appelle, on lui dit, il y a un prisonnier un peu suspect qui a reçu un colis un peu suspect, viens voir ce que c'est. Il s'agit du cahier d'un retour au pays natal que ce prisonnier a commandé. Intrigué, il approche le prisonnier, lui parle et progressivement, il amène le prisonnier à se rendre compte qu'il a la possibilité d'échapper à l'oubli, d'échapper à la mort pénitentiaire. Et ce prisonnier se met à écrire et produit ce qu'on appelle le roman « Le gang des Antillais ». De ce type d'expérience, on peut citer les cahiers de prison de Dadier. Mais quand j'écrivais le texte, j'avais à l'esprit toute la grande littérature des goulags en Russie. Et on peut aller plus loin avec un texte que j'aime particulièrement, celui de Boris Pasternak Leonidovitch, Une journée d'Ivan Denisovitch. La racine du livre, donc, ici, est une sorte d'expérience générale même du souterrain, du lieu des profondeurs d'où bourgeonnent toutes sortes de textes. Si on peut citer Petit Barrier, l'expérience par exemple des camps Boireau, la récurrence de l'espace de la prison dans nos romans est un indice du terreau fertile pour la littérature africaine. Mais on peut prolonger cela également aux littératures insulaires, aux littératures des îles, qui balancent très souvent entre ce sentiment d'enfermement et la question identitaire qu'elle charrie. En plus donc des origines livresques, l'impact de l'histoire est sans démenti la racine incontournable du livre. Le cahier et les autres sont des sources qui portent la trace de ce qu'on appelle écrire à partir d'une source psychologique motivante. Cela nous donne donc le troisième type de procédé. D'où viennent les livres? Les livres viennent de la nécessité d'écrire à partir d'une faille. Écrire à partir d'une faille, c'est une expression que je reprends à Achille Mbembe. Simplement, elle dit que la racine du livre est une faille de nature très souvent traumatique, individuelle ou collective, que l'on tente de combler. L'histoire est le ferment, le lieu d'ouverture de la faille. Dans le cas spécifique des Caraïbes et des Afriques, cette écriture traumatique, souvent doloriste, fondée sur des faits historiques fondateurs qui ont marqué l'imaginaire social, culturel et politique de l'Afrique, agit comme une espèce de lame qui bondit, qui sort, qui s'impose à vous. L'impact de cette faille, de cette béance dangereuse, permet de parler du retour du colonial dans nos textes, de parler également d'écriture mémorielle, d'écriture testimoniale, très souvent avec toutes sortes de procédés scripturaux, d'historicisation, de vraisemblabilisation, qui vont de la présence des sources, des archives, des figures auctoriales diverses pour interroger l'histoire et y inscrire une sorte de conscience critique. On pourrait dire Hannah Arendt écrit contre la banalité du mal. On pourrait dire également Patrice Nganang qui nous dit on ne peut plus écrire comme nous écrivions après le génocide rwandais, et il demande de parler d'une littérature post-génocidaire. Mais on se souviendra que Paul Valéry, en 1919, disait après la Première Guerre mondiale, nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels, et que Adorno reprenait en 1945 qu'on ne peut plus écrire un poème après Auschwitz. Aujourd'hui, ces textes autour des failles déploient une métaphore de la couture pour écrire, pour trouver des miettes d'identité perdues. L'actualité de ces failles ou leurs conséquences, c'est l'émergence d'identités troubles ou troublées, ce que Barthes appelle les identités fictives, celles qui prospèrent sur des racines nouvelles, sur des identités rhizomes au sens de glissant. Dans le discours entier, par exemple, entre une écriture de déterritorialisation initiale et de réterritorialisation ambiante, glissant, il suggère des racines nouvelles
des racines aériennes, des rhizomes pour aller vers le tout-monde, avec ce qu'on nomme, en bout de ligne, la pensée de la créolisation. La faille comme source, racine, est une sorte de fêlure primordiale dont le livre est en ce moment la trace, l'expression pour reconstituer la totalité symbolique, systémique dont Memel Aïf Fokouté nous parlait à propos de la toile d'araignée. Quatrième point, quelle est donc la racine vive du livre? La racine vive du livre, c'est la lecture. Spéculons. La vue du corps d'Athéna par Tirésias ne constitue pas le crime suprême, mais ce qui lui vaut sanction et punition, c'est sa capacité à lire et à comprendre le corps textuel de la déesse. En effet, la vue d'un corps par un enfant ou un ingénu ne constitue pas le crime, mais le crime, c'est la compréhension de ce que le corps constitue. C'est la transformation du corps en livre, avec toutes les interprétations et les lieux d'ancrage de ce qu'on pourrait considérer en ce moment-là comme vol et viol prométhéen de la lumière. On pourrait creuser cette idée à partir d'un texte de Derrida. Derrida, peu vêtu, sort de la douche. Il voit son chat le regardant. Il se pose la question de savoir si le chat le voyant a le sentiment de sa nudité ou s'il voit un homme. Voilà le départ du livre. Le titre de ce texte, « L'animal donc que je suis ». Analytiquement, écrire, produire un livre découle du besoin primordial de nommer, de cerner le confus. Dans un sens très marxiste, Sartre aussi nous disait que chaque livre propose une libération concrète à partir d'une aliénation particulière. Le livre est donc la quête du profond, l'interrogation de la nature. Pour autant qu'ils viennent du profond, ces livres même finissent par former un champ littéraire dont l'approche bourdeusienne et l'histoire littéraire montrent qu'il se constitue en racine de lecture des champs de force qui se complètent, s'influencent, voire se concurrencent. La prise en charge de ces champs d'intérêt fonde la démarche, par exemple, d'un certain Yves Mundimbe, notamment dans l'invasion de l'Afrique, où il s'agit de constituer une bibliothèque, donc un ensemble de livres, contre la bibliothèque coloniale qu'il a voulu nous assujettir. La lecture serait en ce moment-là comme l'incitatrice dont les clés magiques nous ouvrent au fond de nous-mêmes la porte des demeures où nous n'aurions pu pénétrer, selon la belle expression de Proust dans son texte sur la littérature. Borges, que j'aime particulièrement, je l'ai dit, il nous a donné une autre nouvelle dont le titre est « Le livre de sable », publié en 1975. C'est une courte nouvelle où un narrateur voit un visiteur étrange et lui proposer en vente un livre. N'ayant pas suffisamment de sous, il échange ce livre contre la Bible. Mais ce livre en lui-même, il est étrange. C'est un livre qui n'a ni début ni fin. En le feuilletant de l'avant, il y a toujours une page. Par derrière, il y a toujours une page derrière la dernière page. Pris de peur, le narrateur va dans une bibliothèque et il se déleste de ce livre. Ce livre bibliothèque, image de la culture, ramène à l'infini des textes, des livres et à leur vie essentiellement par l'acte de lecture. Un caractère à la fois monstrueux, fascinant, mais qui donne l'image de l'inépuisable et de l'infini des combats.